On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc. Les gens disent Trump, c'est un écœurant parce que dès qu'il va arriver au pouvoir, il va gracier ses anciens chums là, qui sont allés au Capitole, puis il va les gracier. Mais Biden, vous pensez qu'il est meilleur? Biden, il a gracié 2 dindes. On a-tu le voilà. de ça? On n'a pas. On va voilà. regarder ça. Il vient de gracier 2 dindes. Écoute, on a même des noms, c'est Peach et Blossom cette année, si ma mémoire est bonne, qui ont été graciés. C'est la dernière fois que M. Biden peut se prêter à cet exercice-là qui, je pense, quand on observe la réaction des Américains et la réaction internationale, on est entre la stupeur, le sourire ou parfois le dépit. Pourquoi fait-on ça donc aux États-Unis? Écoute, c'est drôle parce que on utilise souvent le mot tradition à toutes les sauces. Et quand on parle de tradition dans ce cas précis, c'est très très récent. Le premier qui a fait ça, et on n'a pas interrompu par la suite, le premier qui le fait en disant j'utilise le pardon présidentiel, clairement, c'est le père de George Bush. Donc c'est George Bush père qui a fait ça. Puis ensuite, les autres ont emboîté le pas, puis on n'a pas interrompu ce qu'on appelle une tradition. Mais sinon, historiquement, les dindes et le président, et là, je me tiens à l'écart de tout jeu de mots qui serait pas correct ou respectueux. Mais donc, les dindes et le président, essentiellement, c'était une affaire de business. C'est un individu qui veut que son produit se démarque des autres. C'est un lobby qui va se rapprocher du président après. Il y a quelques cas anecdotiques. Abraham Lincoln le fait pour un de ses fils qui était, semble-t-il, Tad, qui était très attaché à un des animaux domestiques. Il va donc lui épargner ça. John F. Kennedy va faire ça. Harry Truman va faire ça. Mais c'était vraiment c'était de l'anecdote plus qu'autre chose. Et c'était essentiellement des éleveurs qui disaient, on veut que nos produits se fassent connaître, donc on va les envoyer à la Maison-Blanche. Et il y a des présidents qui ont relevé la chose, il y a des présidents qui ne l'ont pas relevé. Il y a des présidents qui ont mangé les dindes qu'on leur a fait parvenir, d'autres qui les ont tout simplement redirigés vers une autre ferme ou en ont fait don généreusement. Mais pour qu'on parle vraiment d'une tradition, c'est très, très, très récent. Je pensais donne des situations sur Je pensais que ça remontait au début des États-Unis, moi, là, cette affaire-là. Écoute, en histoire, on peut faire tout ce qu'on veut et parfois même s'amuser. La première fois où on réfère à la dinde de manière affectueuse, j'ai envie de te dire, c'est quand on fait naître les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, tout le monde associe l'aigle aux États-Unis. Hein, c'est sur les armoiries, ça fait partie donc un peu même de la mythologie ou de l'image, à tout le moins, des Américains sur la scène internationale. Et je me souviens d'avoir lu que Benjamin Franklin, dans une lettre à une de ses filles, critiquait un peu le choix de l'aigle en disant il est paresseux, il est lâche, il laisse les autres faire le travail. À ce compte-là, la dinde sauvage est beaucoup plus courageuse. Elle est un peu nounoune, c'est à peu près comme ça qu'il l'écrit, mais il dit elle est beaucoup plus courageuse, elle est plus représentative finalement de ce qu'on a eu à faire ici sur le territoire. Et c'est amusant. Il y a des gens qui ont déjà d'ailleurs dit Benjamin Franklin avait proposé que la dinde soit l'emblème des États-Unis. J'ose à peine imaginer Joe Biden ou M. Trump, quand il va reprendre le pouvoir, arriver avec le manteau du président avec une dinde dessus. Donc, je ne veux pas repartir de ce côté-là non plus. Mais ça fait longtemps qu'on discute de cette fameuse dinde. Puis bien sûr, elle est associée à ce repas cette semaine qu'on prend, donc qui est le fameux Thanksgiving ou l'Action de grâce version américaine. Et Luc, il y a une question, ça fait longtemps que je me pose, totalement banale, là, anecdotique, mais on vient de voir Biden, puis il avait encore ses lunettes de soleil. Il ressemble à Mr. Smith dans The Matrix. Là. Il ressemble à un bas des gars. Pourquoi il a toujours ces Christy de lunettes de soleil? Veux-tu bien le dire? Ah, c'est sa marque, c'est son style. Je sais pas si tu te souviens de cette série qu'on a interrompue qui mettait en vedette Madame Julia Louis-Dreyfus, oui, donc qui était VIP, où elle faisait, voilà, la vice-présidente. Et je pense qu'il garde systématiquement ses lunettes
depuis qu'on avait fait un montage entre Julia Louis-Dreyfus et Joe Biden, où il était en décapotable et il faisait faire une tournée des terrains de la Maison-Blanche. C'est une question de style, rien ni plus ni moins. Sinon, écoute, j'ai pas regardé l'orientation du soleil à la Maison-Blanche quand il a gracié Peach et Blossom, mais c'est sa marque de commerce et on a tourné ça en blague. Je me souviens d'ailleurs quand Barack Obama est sur le point de prendre sa retraite, c'est sa dernière année. Je pense que c'est au souper des correspondants de la presse à Washington où on fait un montage où Joe Biden aide Barack Obama à réfléchir à ce qu'il va faire à la retraite. Et finalement, Biden dit, ben, tu vas me servir de conseiller. Et là, il change de lunettes fumées, mais c'est toujours la même paire de lunettes fumées. Mais c'est devenu le running gag. C'était un peu l'image. Les humoristes qui imitent Joe Biden vont souvent... Stephen Colbert, qui a aucun talent, l'humoriste, pour imiter Joe Biden, il y réussit uniquement parce qu'à un moment donné, il sort ses lunettes fumées quand il a besoin de parler de Biden. Mais il n'y a pas d'autre motif plus sérieux que ça fait partie du style Biden. Il a l'air cool avec ça. Le Thanksgiving, il faut le rappeler, c'est plus important que Noël aux États-Unis. Et j'ai vu Stéphanie, qui aime les comédies romantiques américaines, j'ai vu 250 films de Thanksgiving où c'est la fille qui retourne dans son petit village où elle a grandi, puis elle revoit son premier chum, puis elle retombe en amour avec... On en a-tu vu des Christy de films de Thanksgiving? Elle est déchirée entre retourner en ville ou rester dans sa ville natale. Stéphanie, moi j'ai hâte à la version où elle laisse son loser de côté et elle s'en vient à Wall Street faire fortune. Donc on peut changer la donne un peu. Mais c'est le retour aux sources, c'est le retour à la famille, c'est le retour à la petite ville. Il y a quelque chose de symbolique dans le Thanksgiving. Tout à fait. Tout à fait. Puis écoute, les rencontres de famille, tu l'as souligné. Chez nous, souvent, si on avait à présenter un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, on fait ça Noël ou le Nouvel An. Là, si tu as entré dans une autre famille, ça se fait habituellement au Thanksgiving, à l'Action de grâce. Puis écoute, on a représenté ça de combien de manières? Et pourtant, ça se passe pas toujours bien. C'est la folie, c'est la course vers les aéroports, c'est des préparatifs énormes. Et parfois, en période de polarisation, un souper qui peut déraper. Mais quand on le voit de façon plus romantique, c'est toujours beau un Thanksgiving. C'est rare que ça dégénère, en tout cas dans les comédies romantiques, dans les 250 que tu as vues. Écoute, rapidement, es-tu capable de faire ça en 2 minutes? Le Canada et le Mexique menacés de tarifs de 25%. Et tu dis que le Mexique réagit plus fortement que le Canada. Ouais, la présidente mexicaine qui, elle, est montée au créneau tout de suite en disant pour chaque tarif que vous allez nous imposer, il y en a un autre qui va vous arriver. Elle le dit pas entre les dents, mais c'est nettement ce qu'elle sous-entend. On reconnaît là la méthode Trump. On a vu le milieu des affaires au Québec, c'est le cas au Canada aussi. Il y a des gens qui sont inquiets parce qu'on avait parlé de 10%, lui monte jusqu'à 25%. Moi, je pense que les réactions les plus fortes, elles sont à venir et c'est aux États-Unis. Donald Trump a 2 choses qu'il souhaite mettre en place, du moins dit-il rapidement. Une politique très, très, très ferme à l'égard de la migration illégale à la frontière et ce fameux tarif de 25%. Dans les 2 cas, les 2 mesures mises ensemble risquent de provoquer de l'inflation aussi aux États-Unis. Et M. Trump va se faire rappeler, probablement qu'on a déjà placé quelques appels, que pour 35 États américains, le Canada, puis c'est à peu près la même chose du côté du Mexique, le Canada est le premier partenaire économique. Pourquoi briser une recette qui fonctionne bien? C'est gagnant-gagnant actuellement, le traité de libre-échange. Et non seulement M. Trump, donc, vient brouiller les cartes, mais en plus, c'est que ce qu'il fait est littéralement illégal, du moins selon les conventions internationales quand on parle de traité. Donc, si on parlait de l'Organisation mondiale du commerce, déjà en partant, M. Trump a une cause qui est perdante. Donc, c'est le style. Il y a un peu de bluff, puis on laisse un peu d'instabilité, c'est un peu le chaos. Je ne sais pas quel est l'objectif final. On va le savoir probablement le 20 janvier, mais je trouve que c'est particulièrement maladroit au moment où on se parle, considérant que ça va bien, que son pays gagne à partir du traité de libre-échange, et nous aussi. Pourquoi venir brouiller un peu le jeu? Je sais pas ce qu'il peut en tirer. C'est quelqu'un qui est habitué de transiger pour des bâtisses. Hein? C'est un homme d'affaires qui est mêlé surtout à l'immobilier. Pas certain qu'il puisse gérer les relations commerciales entre 2 pays comme il gérait ses transactions financières pour des édifices. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut. Bonne fin de journée.